Imagine une sortie d'école, en fin d'après-midi. Le soleil commence à descendre, la lumière est rasante. Ça rit, ça crie, ça court dans tous les sens. Les parents discutent entre eux, regroupés par affinité, les enfants passent d'un groupe à l'autre. L'ambiance est bruyante, mais elle est familière. Rien d'inquiétant, rien d'anormal. C'est la définition même de la sécurité. Au milieu de tout ça, il y a cet homme. Il est là depuis des années. Il aide parfois à tenir le portail quand ça déborde un peu trop sur le trottoir, il connaît le prénom des enfants, il connaît les voitures des parents, il sourit, il dit bonjour, il fait partie du décor. Il est aussi inoffensif qu'un arbre ou qu'un banc public. Et puis un jour, imagine, tu es en retard, vraiment en retard, pour venir chercher ton enfant. Tu arrives essoufflé, le cœur qui bat, tu es déjà en train de penser à tout ce qui t'attend encore après. Les courses, le dîner, le dossier urgent à rendre au boulot. Une pensée te traverse. Et si l'école fermait ? Et si mon enfant se retrouvait tout seul ? Et là, tu le vois. Il est encore là, comme toujours, près du portail. Il discute calmement avec d'autres parents. Il est là depuis longtemps. Tout le monde le connaît. Et sans même t'en rendre compte, l'idée s'installe. Pas comme une décision, juste comme une possibilité. Il est là tous les jours, il a l'air fiable, il ne fait pas peur. Alors l'espace d'une seconde, tu te dis que si un jour tu arrivais vraiment trop tard, tu pourrais lui confier ton enfant ou ta petite sœur. Juste quelques minutes. Juste le temps que tu arrives. Et c'est précisément là que le danger commence. On aime croire que le danger se reconnaît. C'est un mécanisme de défense archaïque. On voudrait que le danger ait une gueule, qu'il se voit sur un visage, dans une attitude nerveuse, dans une façon de parler agressive. On cherche des cicatrices, des regards fuyants, des capuches rabattues, mais la plupart du temps, le danger le plus durable, le plus létal, ne ressemble pas à un danger. Il ressemble à quelqu'un de parfaitement intégré, quelqu'un qui est là depuis longtemps, quelqu'un qui rassure, quelqu'un à qui on ne pense même plus à faire attention, parce qu'il a passé tous les filtres de notre vigilance. Nous sommes à Wichita, dans l'état du Kansas, au cœur des États-Unis. Ce n'est pas une grande métropole effrayante comme New York ou Los Angeles, ce n'est pas un endroit dont on parle souvent aux informations. Wichita, c'est une ville moyenne entourée de quartiers résidentiels, d'écoles, d'églises, de parkings, de supermarchés immenses. Une ville où les journées se ressemblent, où la stabilité est une valeur cardinale, où la normalité est presque une promesse faite aux habitants. C'est ici que vit Dennis. Dennis se lève tôt, toujours à la même heure, il a ses habitudes, ses horaires, ses routines bien calées. Il prend sa douche, il s'habille proprement, il mange rapidement, puis il part travailler. Il fait ce qu'il a à faire sans vague, sans histoire. Il travaille pour la ville. Son boulot consiste à signaler les petites infractions du quotidien. Un terrain mal entretenu, une voiture laissée trop longtemps au même endroit, un chien qui erre sans laisse. Ce n'est pas un poste prestigieux ni très apprécié, mais ça lui donne une petite autorité locale, une légitimité. Juste assez pour que les gens sachent qui il est. Ils le connaissent de vue, ils savent qu'il fait partie de ceux qui veillent à ce que tout fonctionne à peu près normalement. Dennis n'est pas spécialement chaleureux, il n'est pas le genre à faire des blagues. Il n'est pas non plus froid ou distant, il est normal, rien de plus. Et prévisible, surtout prévisible. Et dans une communauté comme celle-là, la fiabilité rassure, bien plus que le charme. Mais Dennis a aussi une autre facette professionnelle, beaucoup plus ironique. Pendant une longue période, avant de travailler pour la mairie, Dennis travaillait pour la société ADT. C'est une entreprise spécialisée dans l'installation de systèmes de sécurité. Il faut visualiser le contexte. À cette époque, Wichita est terrorisé. Un tueur en série qui se fait appeler BTK, pour Blind Torture Kill, rôde dans la ville. Il envoie des lettres à la police, il nargue les médias, et tout le monde a peur. Les gens veulent protéger leur maison, alors ils appellent ADT. Et qui sonne à leur porte ? C'est Dennis. Il arrive avec sa camionnette de service, il porte un uniforme impeccable, il a sa petite caisse à outils, il rentre chez les gens, des familles, des mères seules, des personnes âgées, il s'assoit dans leur salon. Il prend le temps, avec beaucoup de calme et de pédagogie, de leur expliquer comment fonctionne le système d'alarme. Mettez des capteurs ici et ici et ici. Et verrouillez bien cette fenêtre, hein. C'est un point faible de la maison. Ne vous inquiétez pas, si BTK vient, l'alarme sonnera et vous protégera. Les clients le remercient, ils lui offrent un café, et ils se sentent en sécurité grâce à ce technicien compétent. Ils ne se doutent pas un seul instant qu'ils sont en train de boire leur café avec le monstre. Ils ne savent pas que Dennis profite de cette visite officielle pour repérer l'agencement des chambres, pour vérifier s'il y a un chien, pour noter mentalement comment couper les lignes téléphoniques qu'il vient lui-même de vérifier. Dennis n'a pas besoin de forcer la porte pour entrer dans l'intimité des gens. On lui ouvre, on l'invite, parce qu'il porte l'uniforme de la sécurité. Et c'est le camouflage ultime. Le soir, Dennis rentre chez lui, il retrouve sa femme, ses 2 enfants, son rôle de chef de scout et de président du conseil de l'église luthérienne.
Et personne ne fait le lien. Parce que Dennis incarne l'ordre, et on ne soupçonne jamais l'ordre de créer le chaos. On va quitter un peu Dennis juste un moment, parce qu'il n'est pas une exception ou un cas isolé. Et c'est ça qui est le plus vertigineux. Il existe d'autres visages, d'autres quartiers, d'autres personnages. À Chicago, dans l'Illinois, il y a un homme que tout le monde connaît, John Wayne Gacy. Là où Dennis Rader était strict et discret, Gacy est tout l'inverse. C'est l'homme public. Dans son quartier de banlieue, tout le monde sait qui est John. C'est le type jovial, un peu bruyant, un peu envahissant parfois, mais toujours prêt à rendre service. Il a réussi professionnellement, il a une entreprise de construction florissante, il donne du travail aux jeunes du quartier, des adolescents, des étudiants qui cherchent un petit boulot pour l'été. Il se présente comme un mentor, un bon patron, qui sait donner sa chance. Gacy est aussi un homme politique local, il est capitaine de son district électoral. Il organise des défilés, il serre des mains. Il est tellement intégré qu'il réussit même à se faire prendre en photo avec Rosalind Carter, la première dame des États-Unis à ce moment-là. Sur la photo, il porte un badge des services secrets. Il sourit, il a l'air d'un citoyen modèle. Qui irait soupçonner un homme validé par la Maison-Blanche ? Chez lui, c'est la maison du bonheur. L'été, il organise des barbecues gigantesques dans son jardin. Tout le voisinage est invité. Il y a de la bière, des hot dogs, de la musique. Gacy fait le show. Il se déguise même en Pogo le clown pour amuser les enfants. Les voisins discutent, rient, profitent du soleil. Pourtant, lors de ces fêtes, il y a parfois un détail qui gêne. Une odeur douceâtre, un peu lourde, un peu écœurante. Quelque chose qui ressemble un peu à de la viande avariée. Les invités froncent un peu le nez, ils se regardent, l'ambiance flotte un peu. Mais John intervient tout de suite. Avec son assurance habituelle, il explique. « Ah ça, non, ne vous inquiétez pas, j'ai un problème d'humidité dans le sous-sol. Les égouts refoulent un peu avec la chaleur. » Il dit ça avec tellement d'aplomb et tellement de naturel que les gens le croient. C'est John, après tout, il s'y connaît en construction, c'est son boulot. Et s'il dit que c'est l'humidité, c'est l'humidité. Alors on se resserre un verre, on oublie l'odeur et la fête continue. Ce que les invités ne savent pas, lorsqu'ils marchent sur le parquet du salon ou dans l'herbe du jardin, c'est que juste sous leurs pieds, à quelques centimètres seulement, s'entassent les corps. 33 jeunes hommes et adolescents, enterrés dans le vide sanitaire, recouverts de chaux vives que Gacy achète par sac entier en prétextant que c'est pour des travaux. L'horreur est là, juste sous leurs pieds, juste sous les pieds des invités. Mais la normalité de la scène, le barbecue, les rires, le clown, agit un peu comme un anesthésien. Personne ne veut croire que l'odeur de la mort vient de chez le voisin sympa. La confiance aveugle les sens et elle nous fait douter de notre propre instinct. Plus à l'ouest, il y a encore un autre visage, une autre stratégie. On change de décor, mais pas de mécanisme. Cette fois, on est dans le nord-ouest des États-Unis, près de Seattle. Et l'homme s'appelle Ted Bundy. Rien à voir avec la rigidité de Dennis ou la lourdeur de Gacy. Ted Bundy est jeune et séduisant. Il a les yeux bleus, il s'habille bien, il étudie le droit et il fréquente des cercles intellectuels. Il travaille même pour une ligne d'écoute de prévention du suicide. Il donne l'image de quelqu'un d'ambitieux, de brillant, à qui tout le monde prédit un avenir politique radieux. Quand on le croise, on ne se dit pas qu'il est dangereux. On se dit plutôt qu'il serait le gendre idéal. Mais Bundy a compris quelque chose de fondamental sur la psychologie humaine. Il a compris que nous sommes programmés pour aider les faibles. Alors il va utiliser cette qualité contre nous. Imagine la scène. Nous sommes près du lac de Sammamish. C'est un dimanche ensoleillé, il y a des milliers de personnes, des familles, des étudiants qui bronzent. Bundy est là. Mais il ne ressemble pas à un prédateur qui rôde. Il a le bras dans le plâtre. Un gros plâtre blanc, bien visible. Il a l'air épuisé, il transpire un peu, on sent qu'il est en difficulté. Il s'approche d'une jeune femme, Janice. Il lui sourit, un sourire gêné, presque timide en pointant le parking du doigt. « Excusez-moi, j'essaie de charger un petit voilier sur le toit de ma voiture là-bas, mais avec mon bras, je n'y arrive pas. Est-ce que vous pourriez venir m'aider, s'il vous plaît ?» Et que fait la jeune femme ? Elle ne voit pas le tueur. Elle voit un beau garçon, blessé, qui a besoin d'un coup de main. Son cerveau n'analyse pas le danger. Il analyse simplement la situation sociale. « Si je refuse, je suis vraiment une personne horrible. » Alors elle dit oui, elle quitte la foule, elle l'accompagne jusqu'au parking à l'écart des regards. Et c'est là que le piège se referme. Le plâtre était faux, c'était un accessoire de théâtre. Bundy n'est pas blessé. Il était en pleine possession de ses moyens. Il n'a pas utilisé la force pour l'isoler, il a utilisé la pitié, la gentillesse, la confiance. Quand on met bout à bout ces histoires, quelque chose se dessine. Dennis Rader avec ses alarmes, John Wayne Gacy avec ses fêtes de quartier, Ted Bundy avec son faux plâtre. 3 hommes très différents et pourtant le même fil conducteur. Aucun ne ressemblait à ce qu'on attend d'un danger. Ils inspiraient confiance. Par leur fonction, par leur convivialité, par leur fausse vulnérabilité. Ce qui est frappant, c'est que les signaux d'alerte n'étaient pas totalement absents. Ils étaient là, mais ils ont été réinterprétés par l'entourage. Le cerveau humain fonctionne comme ça, il cherche la cohérence, il déteste les dissonances cognitives. Il est plus facile de croire que l'odeur vient des égouts que de croire que notre ami John est un tueur en série. Il est plus logique de croire que Dennis est un employé rigoureux
plutôt qu'un psychopathe qui nous espionne. Quand quelqu'un est là depuis longtemps, quand il a été validé par le groupe, par le voisinage, par le travail, on cesse de l'évaluer. On passe en pilotage automatique. Le danger n'entre pas en fracassant la porte à coups de hache. Il est déjà à l'intérieur. Il a été invité. Il y a aussi un autre élément, plus subtil, qui joue en leur faveur. La peur de se tromper, la peur sociale. Douter d'une personne intégrée, c'est créer une sorte de malaise. C'est prendre le risque d'exagérer, de passer pour quelqu'un de parano, de rompre cette espèce d'harmonie fragile. Alors on se tait, on minimise, on se dit qu'on a mal interprété ce regard bizarre ou cette phrase étrange. Et le prédateur compte bien là-dessus. Il sait que notre politesse est sa meilleure alliée. Au final, ces histoires ne parlent pas seulement de 3 tueurs. Elles parlent de nous, de toi, de moi. De la façon dont, chaque jour, on ouvre des portes sans même y penser. On laisse le livreur entrer parce qu'il porte un carton de pizza, on accepte l'invitation du voisin sympa parce qu'il organise les meilleurs barbecues, on aide l'inconnu blessé parce que refuser serait impoli. Dennis Rader, John Wayne Gacy, Ted Bundy. Ils n'ont jamais eu besoin de crocheter la serrure. Ils n'ont jamais eu besoin de fracasser la vitre au milieu de la nuit. Ils n'ont jamais eu besoin de menacer qui que ce soit. On leur a ouvert, on leur a souri, on leur a dit « Entrez donc !» parce que le danger ne prévient jamais. Il ne porte pas de panneau clignotant « Attention, danger !» Il n'a pas de cornes, il n'a pas de crocs, il n'a pas de regard fou. Il a un uniforme propre, il a un sourire chaleureux, il a le bras dans le plâtre. Et parfois, le monstre ne force pas forcément la porte. Il sonne poliment, et c'est vous qui lui tendez les clés.